Donc, on a parlé investissement, formation, emploi ce matin. On a parlé de la culture à l'instant et on a mis en point d'orgue ce magnifique composition orchestrale Voix des femmes. Parlons un peu maintenant des travailleurs, des actifs qui font ces banlieues, qui font ces villes. On a monsieur le maire Patrick Haddad qui anime cette table ronde, ce dialogue entre Dominique Sopo, qu'on ne présente plus ici à Sarcelles, à la fois président de SOS, mais économiste à ses heures perdues, d'une part, et puis monsieur El Karoui, Hakim, qui a travaillé sur ces sujets d'une manière on ne peut plus approfondie, qu'on est très heureux du coup d'avoir aujourd'hui à Sarcelles avec le maire pour évoquer ces sujets qui sont d'une importance sans doute politique et sur le fond qu'on ne saurait assez mettre en valeur. Donc bienvenue et merci pour cette table ronde. Merci à tous les deux. Donc Pierre vient de vous présenter, donc je ne vais pas le refaire à mon tour, mais on va pouvoir échanger sous forme de dialogue que je vais animer. Donc ouais, on est sur un sujet qui est un sujet clé, on en a abordé d'autres et on va continuer d'en aborder demain, mais notamment, alors on se connaît bien avec Dominique et puis on échangeait avec Hakim à l'instant, on est quand même dans un débat qui est à la fois essentiel, le lien qu'on a avec l'immigration, en sachant qu'à Sarcelles, on a une expérience qui est une expérience de plus de 7 décennies maintenant, et avec beaucoup de réussites, avec aussi des choses qui n'ont pas fonctionné. Il n'y a pas que des réussites, évidemment, mais je le dis volontairement qu'il y a beaucoup de réussites, parce que dans le débat public, c'est clairement pas ce qui ressort de la question migratoire, où vous avez le mot immigration, et juste après, vous avez le mot problème. C'est quasiment systématique. C'est pas totalement nouveau, mais ça a beaucoup dérivé, je dirais, au cours de la dernière décennie. Moi, je le date de façon un peu plus ancienne, quand même, cette dérive sur le débat, à la fois sur l'immigration et sur le débat identitaire, qu'on date, pour moi, post-11 septembre, la décennie 2000, la décennie 2010, sont des décennies où, en toile de fond, on a toutes ces théories sur le choc des civilisations, et on a ensuite une irrigation des esprits, et puis une volonté politique assumée alors de l'extrême droite que l'on connaissait depuis les années 80, et puis une porosité vers la droite, vers une droite de moins en moins républicaine, me semble-t-il, et avec des médias qui sont acquis à leur cause et qui vont essayer de faire pencher toujours le débat un peu plus sur des positions réactionnaires. Et c'est souvent ce qu'on se dit avec Dominique, où est-ce que tout cela nous mène. Donc on va essayer de remettre un peu de rationalité dans ce débat, avec des données, avec une approche historique, avec de la connaissance par rapport à des expériences que l'on connaît, avec une vraie vision du sujet. Mais j'avais envie de commencer peut-être par ça. Comment, j'ai dit quelques éléments d'explication que j'avais en tête, mais selon vous, comment le débat sur l'immigration a pu dériver autant au cours, je dirais, des 2 dernières décennies, et les choses ne vont pas en s'arrangeant. Dominique, tu veux bien commencer là-dessus ? D'abord, merci pour l'invitation. Sur pourquoi le débat a dérivé, vous savez, dans un débat, il y a des acteurs, et que ce que l'on a quand même vu s'affirmer progressivement, c'est une parole notamment, évidemment, tenue par l'extrême droite, qui a eu des espaces de plus en plus importants dans le débat médiatique. Moi, je vois comment, notamment après l'accès de Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle, cette musique a commencé à se faire, à se développer, consistant à dire, mais arrêtez de dire qu'ils sont racistes, c'est pas comme ça qu'on les combat. Bon, comme je dis souvent, je ne sais pas si ça marchait très bien de dire qu'ils étaient racistes, mais en tout cas, quand on ne le dit plus, on voit où ça mène, c'est-à-dire qu'ils sont aux portes du pouvoir. Bon. Et je rappelle d'ailleurs qu'en 2024, pendant les élections législatives, comme par enchantement, tout le monde s'est opportunément souvenu dans l'entre-deux tours qu'ils étaient racistes, ce qui manifestement a eu des effets
en termes électoraux. Et donc il y a des acteurs qui sont porteurs de cette vision, dont le poids s'est quand même considérablement renforcé sur le plan électoral évidemment, et sur la présence médiatique, et avec, j'allais dire, une forme de contamination progressive du débat dans d'autres sphères politiques, dans une partie de la droite qui s'est progressivement durcie. Non pas qu'il n'y avait pas déjà des positions très dures, hein, parce que quand on regarde les débats autour des lois Pasqua-Debray dans les années 90, ou même les débats entre 86 et 88 sur le code de la nationalité, on est sur des positions qui peuvent être très dures, mais avec à l'intérieur du débat et des personnages. Je peux prendre par exemple Bernard Stasi, qui avait écrit en 1985, c'était « Vive l'immigration ». Bon, de la part de personnes qui aujourd'hui seraient dans cet espace politique, il y a peu de chances qu'un livre comme ça puisse être rédigé. Et donc, on a vu une contamination progressive et finalement un débat qui a beaucoup reculé, avec même une partie de la gauche, hein, il faut dire, qui a baissé la garde sur le sujet. Moi, je suis par exemple très frappé de la façon dont, progressivement, par exemple, la question des régularisations est devenue une sorte d'épouvantail total. Il ne faudrait pas régulariser parce qu'il y aura un appel d'air que jamais personne n'a prouvé d'ailleurs, parce que on pourrait dire, bah, très bien, on régularise massivement. S'il y a un appel d'air, bah, il suffit de regarder quels sont les flux entrants, une augmentation des flux après des régularisations massives, ce qui n'a jamais été évidemment documenté, puisque ça n'a pas existé. Pour autant, on constate que la question des régularisations, par exemple, qui permettrait de donner un statut à des personnes qui sont quand même précarisées par notamment leur situation d'irrégularité, si on prend cette partie des personnes étrangères ou immigrées qui sont dans notre pays, eh bien cette question a disparu. Et donc finalement, quand on ne réaffirme pas des valeurs, des principes dans le débat public, ben, ça avance en face. Hein, et on voit bien comment, par ailleurs, sur l'espace médiatique, dont je disais que dans cet espace, certains acteurs s'étaient renforcés, on a quand même des médias qui aujourd'hui sont dédiés à la haine xénophobe et raciste. Je pense évidemment aux médias de Bolloré, mais ça va bien au-delà des médias Bolloré, hein, au demeurant. Et même avec, parce que dans ce débat autour de l'immigration, il y a autre chose. C'est pas que la question des étrangers qui arrivent, c'est aussi la question de leurs enfants. Hein. C'est quand on dit il y a trop d'étrangers en France, ils sont trop nombreux, on comprend bien qu'on ne parle pas que de personnes qui arriveraient en tant qu'immigrés, n'auraient pas la nationalité française, on parle aussi de leurs enfants. Et donc cette pensée, plus ou moins dite, c'est jamais, ça dépend des acteurs, que de toute façon, on est dans une forme de grand remplacement et qu'à force d'apporter des immigrés, eh bien, on va vers une sorte d'effacement de personnes qui sont ici depuis longtemps, et cet effacement se ferait par ailleurs au profit de populations peu recommandables, puisque notamment venues d'Afrique, hein, du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne, avec quand même tous ces imaginaires qui continuent à peser, même s'ils sont quand même très amoindris aujourd'hui, mais qui continuent quand même à peser sur le fait que nous sommes face à des populations dangereuses, parce que porteurs d'une lutte contre la civilisation. Bon voilà, donc il y a plusieurs acteurs, et je pense à un manque de fermeté de la part d'acteurs politiques qui devraient tenir bon sur les lignes. Et dernier élément, c'est vrai qu'il y a la question de l'immigration en tant que telle, mais il y a aussi la question de la capacité des acteurs politiques à développer un projet qui entraînerait tout le monde. Et là, je pense que quand vous êtes dans des logiques de précarisation, dans un monde qui devient angoissant, dans une redéfinition de la place de l'Europe au sein du monde, dans une crise climatique, enfin des choses très angoissantes en réalité, eh bien ces phénomènes de bascule, ces phénomènes de précarisation sont propices à des logiques de bouc émissaire pour expliquer pourquoi le monde semble d'un seul coup nous échapper. Et s'il n'y a pas de projet politique alternatif lisible, eh bien nous sommes soumis à des logiques de bouc émissaire que l'on voit non seulement en France, qu'on parle de la France, mais il faut quand même regarder comment le débat sur l'immigration, dans toute une série d'autres pays, prend des tournures extrêmement virulentes, xénophobes, racistes. On peut penser aux États-Unis, on peut penser à toute une série
de pays européens, ne serait-ce que ce que l'on a vu ces dernières semaines en Grande-Bretagne, autour quasiment de chasse aux étrangers et d'un mouvement des drapeaux, qui est aussi porteur de ces pensées xénophobes. Merci Dominique. Hakim El Karaoui, vous partagez cette analyse et peut-être est-ce que la situation est pire en France ou bien c'est une vague qui touche au moins toute l'Europe et peut-être une grande partie du monde occidental si on inclut les États-Unis? Quand on va se rassurer en se comparant, je dirais que c'est vraiment une dynamique occidentale et que c'est très lié à ce que disait Dominique, l'inquiétude de la classe moyenne occidentale. Je crois que la dynamique depuis 30 ou 40 ans est mauvaise pour la classe moyenne occidentale qui a le sentiment non pas d'être grand remplacé par les immigrés mais d'être concurrencé par plein de nouveaux acteurs dans des nouveaux pays. Ça c'est la problématique de la mondialisation du libre-échange. C'est pas un hasard si un des grands facteurs de victoire de Donald Trump c'était ça, c'était on va mettre des murs contre les immigrés, des murs contre les produits qui sont fabriqués ailleurs et notamment en Chine. Et je pense qu'il y a une inquiétude fondamentale de la classe moyenne occidentale, et c'est pour ça que ça arrive dans tous les pays occidentaux à peu près au même moment, juste sur leur avenir. Quel est notre avenir? Avec, et c'est très important, l'idée de plus en plus ancrée dans les esprits qu'il y a une déconnexion entre les élites et la classe moyenne, mais la déconnexion, elle n'est pas seulement liée aux revenus, elle est liée aux intérêts. Les élites défendent des intérêts, et ces intérêts ne sont pas les nôtres. Parce qu'elles sont plus connectées entre elles qu'entre l'élite d'un pays et puis la classe moyenne ou les milieux populaires du même pays. Et ce sentiment-là, ça alimente le discours sur la trahison des élites, ça alimente le populisme, et le populisme, il a deux dimensions, la détestation des élites, et puis la détestation toujours partout des immigrés, parce que les immigrés, ça permet aussi de se réassurer. On se fait du bien en se disant qu'il y a quand même plus bas que soi, pas seulement pour des raisons, pour disons un statut économique et social, mais aussi en matière d'appartenance à la communauté nationale. Donc ça, c'est un phénomène global. Ensuite, la France, elle a une histoire d'immigration un peu différente des autres. Chaque pays après a son histoire. Bon, les États-Unis, pendant très longtemps, ils étaient moins hostiles à l'immigration parce qu'ils avaient quand même conscience assez forte qu'ils étaient un pays d'immigrés, quasiment à 100%. Et vu ce qu'ils ont fait des natifs, ils avaient plutôt tendance à en rajouter sur leur histoire d'immigration plutôt qu'à parler des Américains depuis très longtemps comme ici. Bon. Ensuite, la France, elle a une caractéristique, c'est que, par exemple, quand on compare à l'Allemagne, c'est que c'est un pays d'immigration depuis beaucoup plus longtemps. Et ça rejoint ce que disait Dominique aussi, c'est qu'en France, quand on parle d'immigrés, en fait, on ne parle pas des immigrés. On parle de tous ceux qui ont l'air immigrés, c'est-à-dire pas comme nous. Et quand on regarde les chiffres, on a à peu près 11% d'immigrés aujourd'hui en France. Un immigré, c'est quoi? C'est qui? C'est un étranger né à l'étranger. Donc un Français né à l'étranger qui vit en France, c'est pas un immigré. Et puis il y a des immigrés qui sont devenus français, ce qui fait qu'il y a 11% d'immigrés en France et 8% d'étrangers. Donc les 3%, c'est ceux qui ont été en gros naturalisés. Mais ça, c'est la première génération. Si on est à deux générations, on est à 22% qui ont de Français, enfin de personnes qui vivent en France, qui ont au moins un parent étranger, ce qui par exemple est mon cas. Et quand on remonte à 3 générations, on est à 32% à peu près. Enfin, il y a un Français sur 3 qui a au moins un grand-parent étranger. Donc l'immigration, c'est pas un phénomène minoritaire en fait. Et notamment quand vous êtes dans les grandes villes, en fait, on n'est pas à 30%, mais on est à 40, 50, 60% des gens qui ont au moins un grand-parent immigré. Sachant que les pays d'origine ont changé. Pendant très longtemps, jusqu'à, je crois, 10 ou 15 ans, les immigrés étaient majoritairement européens, contrairement à tout ce qu'on croyait. Maintenant, ils sont minoritairement européens, même s'il y a toujours à peu près 40% des immigrés aujourd'hui qui viennent d'Europe. Donc il y a eu un changement des pays d'émigration.
Et puis il y a aussi un nombre de pays en fait beaucoup plus grand qui envoient des nationaux en France, parce qu'avant, donc c'était, ça a commencé le premier recensement, c'était les Belges. Donc il y a eu un grand mouvement d'immigration belge au milieu du 19e siècle, en fait, qu'on a retrouvé dans les mines du Nord, avec toujours des noms belges, wallons, flamands, aujourd'hui, notamment dans le Nord. Et puis après, il y a eu une deuxième vague post-Première Guerre mondiale, et on va y venir, parce que les immigrés, en fait, on les aime pas, mais quand il faut faire la guerre, travailler, reconstruire, etc., en fait, on fait appel à des immigrés. Donc dans les années 20, après la saignée démographique de la Première Guerre mondiale, il y a eu une deuxième vague d'immigration vraiment importante avec des Italiens et des Polonais. Et puis, à l'époque, le Conseil d'État était moins sourcilleux des libertés publiques, le régime juridique était moins protecteur, et en gros, dans les années 30, on leur a dit gentiment, maintenant, vous pouvez rentrer chez vous, parce que c'est la crise. Et puis, il y a eu une troisième vague qui a commencé au début des années 50, qui a fait un plateau en 75. Le regroupement familial n'a pas accéléré l'immigration, c'est l'inverse, puisque l'immigration de travail s'est arrêtée. En gros, l'immigration est restée à un niveau de plateau. Donc, il y a eu pendant 20 ans beaucoup d'immigration qui venait d'abord d'Italie, d'Espagne, du Portugal, et puis à peu près au même moment d'Algérie, et puis un peu plus tard, Tunisie, Maroc encore un peu plus tard. Ça, c'est le plateau. Et puis, l'immigration venue d'Afrique subsaharienne, elle a commencé en gros dans les années 80. Et c'est 2-3% de la population totale qui vit en France aujourd'hui qui est d'origine subsaharienne. Donc en fait, c'est très petit. Mais ce qui est caractéristique aujourd'hui des vagues d'immigration, c'est qu'elles sont extraordinairement concentrées géographiquement. C'est-à-dire que tous les nouveaux arrivants viennent au même endroit. Et où est-ce qu'ils viennent ? Ils viennent... D'abord, ils ne viennent pas pour les aides sociales, ils viennent travailler, ils viennent avec de l'espoir, et cet espoir, il s'explique par une raison très très simple. On peut couper toute l'AME qu'on veut, tout l'accès aux prestations sociales. Si on va entre l'Andalousie et le nord du Maroc, le différentiel de PIB par habitant, c'est de 1 à 10. Donc les gens, ils émigrent. Pourquoi ? Ils émigrent parce qu'ils ont l'espoir d'avoir une vie meilleure, et puis dans un certain nombre de cas, d'avoir aussi un peu plus de liberté. Ils ne viennent pas pour les aides sociales, ils viennent pour avoir une vie meilleure en général. Et s'il y a des aides sociales, tant mieux. On peut couper toutes les aides sociales, ils viendront quand même. Mais donc, aujourd'hui, la dynamique de géographie, disons, du peuplement, là où vont les immigrés, ils viennent là où il y a du travail, puisqu'ils viennent travailler. Ils viennent là où ils connaissent des gens, parce qu'il y a en général des traditions migratoires. Et puis, ils viennent là où il y a de l'immobilier pas cher. Et donc ça produit quoi ? Ça produit une extraordinaire concentration de l'immigration en Île-de-France, plutôt le nord, est, jusqu'au Val-de-Marne, avec 22, 23, 24% d'immigrés. Et puis si on prend les moins de 18 ans, dans certaines communes de Seine-Saint-Denis, si on prend les moins de 18 ans immigrés et enfants d'immigrés, on a des chiffres à 70-75%. Donc ça pose d'autres sujets. Ça pose des sujets d'intégration et ça pose des sujets de politique publique, mais ça pose aussi une question qui est en fait jamais traitée, qui est la stratégie à la fois d'immigration et d'intégration. Et en général, qui fait la stratégie d'intégration ? C'est vous, monsieur le maire. Ça se passe au niveau national, au niveau local, et il n'y a aucune vision au niveau national, pour une raison simple, et puis je resterai là. C'est comme depuis 40 ans, on dit qu'on arrête l'immigration. Puisqu'on a arrêté l'immigration, on n'a pas besoin de faire une politique d'intégration, puisqu'il n'y a pas d'immigrés. Donc résultat, on a une politique d'intégration qui dure 2 ans, comme l'amour. C'est on vous apprend le français, vous signez un contrat d'engagement républicain, et puis après, c'est la loi du marché, d'une certaine manière. Et ça, avec les dynamiques de concentration des populations, en fait, ça ne marche pas. Merci Hakim pour cet éclairage. Vous avez abordé notamment la question de l'immigration de travail, qui est au cœur du sujet, et comment on était passé d'un système qui était un minimum organisé et assumé à quelque chose qui l'est beaucoup moins aujourd'hui. Et la question, c'est un peu comment expliquer ce paradoxe entre la pénurie de main-d'œuvre que l'on a dans toute une série de secteurs, donc le fait qu'on n'est toujours pas autosuffisant en main-d'œuvre, ce qui n'est pas nouveau, puisqu'on l'était, vous le disiez très bien, déjà dans les années 20, donc ça fait plus de 100 ans,
et davantage encore qu'on n'est pas autosuffisant en main-d'œuvre. Et de l'autre, on a un discours tellement dur sur l'immigration que rien n'est organisé, rien n'est pensé, et c'est sans vision. Dominique Sopo, tu dois partager certainement ce sentiment, mais est-ce qu'il y a une voie de sortie de tout ça, notamment sur la question vraiment de l'immigration de main-d'œuvre? Quel est je dirais à la fois le récit que l'on pourrait porter, et puis quelques pistes de solutions éventuelles? Alors, parler d'un paradoxe, d'abord, vous savez, dans le débat public, il y a beaucoup de paradoxes. Ce n'est pas propre à la question de l'immigration. Et on peut parfois être sur des apparences de positionnement extrêmement incohérents. Il y a quelque chose quand même qu'il faut avoir en tête, c'est que si vraiment les gens, on arrive à leur faire partager l'idée que les personnes qui viennent, notamment de l'autre côté de la Méditerranée, parce que quand on parle du problème de l'immigration, on voit bien que l'image qui nous vient en tête, c'est évidemment pas aujourd'hui l'immigré qui vient d'Allemagne ou qui vient des États-Unis ou qui vient d'Ukraine. C'est les Noirs et les Arabes. Et c'est d'ailleurs même pas la peine de le préciser, tellement c'est évident que tout le monde comprend bien de qui on parle. Si on arrive à faire partager aux gens l'idée que en fait leur situation de déclassement, de précarité, de problèmes divers et variés est liée à une population qui viendrait de ces territoires, finalement ça devient quasiment une question de survie qui entraîne des positionnements quand même qui peuvent être parfois extrêmement obsessionnels dans toute une partie de l'électorat. Si vous regardez le niveau de préjugés, par exemple, de l'électorat Rassemblement National, c'est spectaculaire. Souvent on dit oui, non, il ne faut pas dire que leurs électeurs, ils ont un problème avec les Noirs et les Arabes. C'est eux-mêmes qui le disent. Je veux dire, il suffit de les interroger, ils sont assez clairs sur le sujet, dans le rapport à l'immigration, dans le rapport aux Noirs, aux Arabes, aux Juifs aussi d'ailleurs, au passage, aux Roms, etc. Bon. Donc il y a quand même des phénomènes d'obsession liés à tout un travail idéologique qui a pu être opéré. Le deuxième élément, c'est que, en fait, la question de l'immigration de travail, elle a pu ou elle peut paraître moins prégnante qu'à une époque, puisque notamment à une époque, si on voulait produire à des coûts relativement limités, il fallait faire venir des immigrés. On manquait de main-d'œuvre et l'immigration pouvait être, au moins dans une stratégie de court terme en tout cas, que ça ne dure pas forcément très longtemps, parce que les immigrés sont aussi intégrés par le monde syndical, etc., sauf quand évidemment on les exclut de la régularité au séjour, où là, comme par hasard, ça devient plus compliqué, mais en fait, il fallait faire venir les immigrés. Si on veut exploiter nos mines de charbon, il faut bien que les gens y viennent. On peut quand même faire remarquer que l'évolution de l'économie fait que toute une partie du patronat peut aussi penser aujourd'hui que de toute façon, finalement, bénéficier de coûts de main-d'œuvre moins chers, ça peut passer par des délocalisations, ce qui était beaucoup moins le cas pendant une grande partie, j'allais dire, de l'histoire économique de l'humanité, parce que de toute façon, les coûts de transport et de communication étaient bien trop importants pour se lancer dans des stratégies de cette nature. Donc, bon, le troisième chose que je voudrais dire, c'est qu'il y a aussi tout un travail de désinformation qui montre sans doute un manque de pédagogie, mais aussi le fait qu'on arrive parfois aussi à des points où de toute façon les gens, les arguments qui sont délivrés, peu importe qu'ils soient vrais ou qu'ils soient faux, ce qui est important, c'est qu'ils viennent corroborer ce que l'on pense de la situation, ou que ça vienne corroborer une hostilité vis-à-vis des étrangers et de leurs enfants. Par exemple, il y a beaucoup de débats autour du coût de l'immigration, et on voit régulièrement dans le débat public des chiffres d'ailleurs extrêmement farfelus qui vont circuler. Et en général, les chiffrages très sérieux ne circulent pas. Les chiffrages qui circulent, ce sont des chiffrages de tel ou tel observatoire proche de l'extrême droite. Récemment, c'était l'Observatoire de l'immigration et de l'intégration, je ne sais pas comment il s'appelait. Je crois que c'est ça le terme de l'observatoire, le nom de l'observatoire, qui expliquait que le coût pour le budget de l'immigration était de 40 milliards d'euros annuels. Et les contribuables associés devaient chiffrer ça à 54 milliards. Bon, et en fait, c'est n'importe quoi. Et on peut le montrer assez facilement, mais
je ne vais pas revenir spécialement dessus, sur une méthodologie extrêmement hasardeuse, mais qui, par exemple, dit, puisqu'il y a 11% d'immigrés, en fait, il faut affecter aux immigrés 11% des dépenses. Mais en fait, il y a toute une série de dépenses qui ne dépendent pas du nombre de personnes sur le territoire. Si on vire les immigrants, on ne va pas diminuer de 11% les dépenses de défense nationale. Donc tout ça n'a évidemment aucune valeur. Hein. Ce que l'on sait, c'est que l'immigration a un coût budgétaire qui est plutôt neutre de façon générale. Et qu'en réalité, ce qui serait positif, ce serait sans doute, par rapport à ce que disait Hakim, les phénomènes aussi de concentration de population, comment on arrive à avoir, c'était aussi toute l'ambition, indirectement de la loi SRU, parce que ce n'était pas évidemment sur des bases ethniques, mais enfin quand même, toutes ces ambitions de brassage des populations, parce que sinon on se retrouve dans des situations dans lesquelles, en fait, et on le voit bien dans les zones qui votent le plus Rassemblement national, c'est quand même rarement des zones où les gens sont en contact direct avec des immigrés. C'est parce que l'immigré, on le voit à la télé, où il est pas très loin à proximité, mais en fait, il va incarner ce monde de la ville, qui est le monde du désordre, le monde de l'inquiétude, le monde de notre effacement culturel, hein, et donc on va essayer de s'en protéger. Et je pense que s'il y avait des logiques davantage de mélange, de rencontres, sans doute qu'on ne serait pas dans des niveaux de tension tels qu'on les vit. Bon voilà, et après il faut aussi, et je terminerai là, un discours, j'allais dire, répété aussi, hein, la pédagogie c'est la répétition, répéter que, les immigrés apportent beaucoup à l'économie française, notamment en termes d'innovation, et par la force des choses, hein, quand on vient d'ailleurs, il faut bien trouver des interstices où se placer, et donc on va se placer dans les trucs les plus innovants qui ne sont pas forcément là où les nationaux vont aller en premier parce que c'est risqué, etc. Et deuxièmement, les immigrés pourvoient toute une série d'emplois qu'on aurait vraiment du mal à pourvoir si on ne faisait pas appel, à ces immigrés. Hein, et on peut penser évidemment à la restauration, au BTP, etc. Enfin, les choses assez classiques. Donc je ne sais pas comment lever, parce que par rapport à ta question, comment on pourrait totalement lever cette contradiction, mais ça demande quand même de la pédagogie, des dynamiques de rencontre également, pour que l'autre ne soit pas un fantasme, mais devienne une personne qui a un visage. Quand l'autre n'a plus de visage, ça devient très très compliqué quand même. Ou quand le visage, c'est finalement un fantasme tel que raconté ou tel que craint, ça devient très compliqué parce qu'il ne faut pas quand même ignorer que dans les dynamiques sociales, lorsqu'on a peur de l'autre, la peur, elle finit toujours à un moment donné par basculer dans la haine. Parce que c'est insupportable d'être à côté de quelqu'un dont on a peur. C'est insupportable. Dire, mais casse-toi, en fait, il me fait peur. En fait, on ne peut pas vivre à côté de quelqu'un qui nous fait peur. Et donc, il faut faire très attention à ces dynamiques parce que, et les sociétés, malheureusement, on le voit à plusieurs reprises, il y a quand même eu ces dernières années des tentatives de ratonnade ou des ratonnades qui n'ont pas entraîné de très grandes condamnations dans le pays. Je rappelle qu'on est en train de vivre quand même une séquence de retour des crimes racistes dans le pays, notamment vis-à-vis des Maghrébins. Ça ne crée pas, ou des musulmans, en tout cas des personnes justement auxquelles on pense lorsque l'on parle de l'immigration. On ne peut pas dire que ça entraîne des mouvements de foule en termes de condamnation. Et ça, c'est assez inquiétant parce que c'est vraiment des phénomènes de bascule qui pourraient s'accélérer. Merci Dominique. Je me retourne vers vous, Hakim. Une question qui est complémentaire. Je ne vous repose pas la même qu'à Dominique, mais vous avez notamment étudié ça sur les besoins en main-d'œuvre, notamment sur comment on réfléchit à mieux travailler avec cette immigration de travail, et notamment, très concrètement, je pense à votre note pour le think tank Terra Nova du 12 mai dernier. Et ma question, elle est sur la régularisation de toute une série de travailleurs clandestins dont on sait qu'ils sont présents dans notre économie. Quelle politique il faudrait mener, selon vous, en matière de régularisation ? Alors pour vous répondre, je vais commencer par rappeler quelques chiffres sur l'immigration de travail. Les secteurs d'abord.
on a l'image d'immigrés qui viennent dans des secteurs peu qualifiés. Alors c'est vrai, mais c'est plus seulement le cas. Par exemple, vous avez 20%, je dis bien 20%, des médecins spécialistes qui sont immigrés. Et la moitié viennent de 3 pays, l'Algérie, la Tunisie et la Syrie. S'il n'y a pas ces médecins spécialistes, il n'y a plus d'hôpital public, parce qu'ils sont très majoritairement dans l'hôpital public, une partie d'entre eux avec des statuts d'ailleurs, si ce n'est précaire, en tout cas sous-payés, enfin les faisant les PADU, les faisant fonction d'interne, etc. Et ils ont un rôle absolument stratégique dans 2 types d'espaces antinomiques, dans les grandes agglomérations et dans les déserts médicaux. Donc, les gens qui disent on arrête l'immigration, moi je veux bien, mais on arrête l'hôpital public. Si on arrête l'immigration, ça se fait en 2 ans, hein, parce que comme on est dans des secteurs très très tendus, c'est stratégique. Un autre secteur auquel on pense moins souvent parce qu'on ne les voit pas, c'est un secteur qui n'a aucune importance aujourd'hui, l'informatique, le digital, enfin vous voyez, le numérique. 15% des ingénieurs sont immigrés. Sans compter tous ceux qui travaillent de l'autre côté de la Méditerranée pour des entreprises françaises. Bah, c'est pareil, 15%, en fait, dans un secteur qui est lui aussi très tendu. Vous arrêtez l'immigration, enfin, en fait, en 2 ans, vous avez des petits problèmes de fonctionnement général du pays. Et puis, il y a aussi des secteurs plus classiques, hein, par exemple le BTP. Le BTP, sur les métiers, on est à 25, 30, 40%. Quand on régionalise, par exemple, en Île-de-France, vous savez, on est assez fiers en France de la cuisine française. La moitié des cuisiniers en Île-de-France, ce sont des immigrés. Je ne parle pas des plongeurs, hein. Je parle des cuisiniers. Tu parlais de certaines chaînes, certains médias. Alors il y a certains les mêmes. On essaye de promouvoir une sorte de revival catholique. Bon. Le catholicisme sans les immigrés, c'est un problème parce qu'un quart des curés sont immigrés. Et si on prend les moins de 50 ans, je pense qu'on est à 50, 60. Et ils viennent d'ailleurs assez souvent d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Bon. Donc, alors les aides-soignantes, les infirmières, les chauffeurs. Bon. Alors, on a un cas intéressant en vrai de qu'est-ce qui se passe quand on met dehors les étrangers. Alors, pas les étrangers non européens, mais en l'occurrence des étrangers européens. Ça s'appelle le Brexit. Qu'est-ce qui s'est passé au moment du Brexit ? En fait, les Anglais ont dit aux immigrés, alors qui étaient beaucoup polonais, beaucoup d'Europe de l'Est, et puis des jeunes Français. En fait, on ne veut plus de vous, les conditions soit de naturalisation, soit d'accès à l'emploi vont être considérablement durcies. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils sont beaucoup partis, et du coup, ils ont été remplacés par d'autres immigrés, parce que la réalité ne ment pas, donc il faut du travail. Et comme par ailleurs la Grande-Bretagne, comme tous les autres pays européens, a un grand problème démographique, il y a eu donc ceux qui remplaçaient les immigrés d'avant, et puis il y a eu des nouveaux immigrés. Bon. Le résultat, c'est que maintenant ils viennent plutôt du Commonwealth, c'est-à-dire d'Afrique subsaharienne, d'Asie, et l'immigration a complètement changé de visage, avec, comme partout, aucune politique pour l'organiser. Et donc, comme ici, une très forte concentration. Et la très forte concentration fait que ça contribue au sentiment animé par certains de submersion. Parce qu'évidemment, si on prend quelques hotspots dans le territoire, on se dit mais c'est pas possible. Bon. Après, quand on regarde les chiffres, on se rend compte que c'est un peu plus compliqué que ça. Alors, est-ce qu'il faut régulariser ? La France a un système notamment d'asile qui est à la fois généreux et très contraignant. Et ça va même au-delà de l'asile. Moi, j'ai plein de cas autour de moi de gens qui sont tout à fait en règle, qui travaillent, et on a le ministère de l'Intérieur qui crée des OQTF administratifs. C'est-à-dire qu'en fait, on a tellement fermé l'accès aux services administratifs, sachant qu'en même temps, tout a été numérisé, qu'il y a plein de gens, en fait, qui n'ont pas de réponse à leur demande de prolongation d'un permis de travail, d'un permis de séjour, et qui se retrouvent du jour au lendemain, alors bac plus 15, avec des statuts, ça n'a rien à voir avec le statut professionnel ou social, qui se retrouvent en difficulté. Et puis, il y a les demandeurs d'asile, à qui, contrairement à d'autres pays, on interdit de travailler, ce qui est évidemment pas, avec un objectif, c'est que
S'ils ne travaillent pas, ils ne vont pas commencer à s'intégrer. Et donc, puisqu'ils ne vont pas commencer à s'intégrer, on va avoir la preuve qu'ils ne sont pas intégrés, puisqu'ils ne peuvent pas l'être, et que du coup, on va rejeter leur dossier. Bon. Derrière, il y a toujours le même problème. Est-ce qu'on est prêt à accepter qu'il y a de l'immigration en France parce qu'on en a besoin et qu'on a un système de droits et de liberté qui s'est construit, on l'oublie souvent, après la Seconde Guerre mondiale, avec une idée très simple, c'est plus jamais ça. Bon, plus jamais ça. Donc on ne va plus jamais fermer nos frontières à des gens qui ont besoin de l'asile, de l'accès à un minimum de liberté. Et puis, donc ils viennent, ça s'appelle l'universalisme. Et puis, en fait, on a une réalité économique qui fait que c'est vrai que ce serait mieux de bien former, de bien intégrer sur le marché du travail toute la jeunesse française, mais de fait, ce n'est pas le cas. Et de fait, on a besoin de plus en plus de travail qui vient de l'étranger. Et j'en parlerai après. C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Ça ne va pas s'arranger, c'est même exactement l'inverse. Alors du coup, vous ne m'avez pas répondu sur est-ce qu'on régularise tout le monde, comment on s'y prend? Il ne faut jamais répondre aux questions qu'on vous pose, surtout sur ces sujets-là. Non, je ne crois pas qu'il faille régulariser tout le monde, parce que si on régularise tout le monde, en fait, on va stresser le corps social. Je pense que c'est important qu'un État, quel qu'il soit, puisse dire qu'il ait la souveraineté sur ses frontières, qu'il ait la souveraineté sur sa politique migratoire, etc. Mais je pense que ce qu'il faut faire, c'est vraiment dire la vérité. La vérité, c'est pas on interdit tout le monde. Un ministre de l'Intérieur qui était, je crois, on peut le dire, obsédé par l'immigration. Il n'y a jamais eu autant d'immigrés en 2024, je crois, que dans toute l'histoire de France. On a battu le record, on est à 420 000, on était à 330 sur les années post-Covid, et puis avant, on était plutôt à 250. Bon, donc, le discours de Matamor sur « vous allez voir ce que vous allez voir, maintenant c'est fini », en fait, ça ne marche pas. Donc, il faut expliquer pourquoi. Et puis après, il faut avoir une grille qui permet d'accéder à la nationalité, qui permet d'accéder au séjour, qui permet d'accéder à l'asile, qui soit clair. Et il faut aussi pouvoir renvoyer chez eux des gens qui ne correspondent pas à la loi qu'on a votée. Parce que sinon, si on n'est pas capable de le faire, après on crée un sentiment d'impuissance publique colossal. Je finis là-dessus. La France est le pays qui a... il y a 3 fois plus d'OQTF potentiel en France qu'en Allemagne. Pourquoi? Parce qu'on crée des situations, on crée des sans-papiers administratifs, en fait, un peu pour le plaisir, et parce qu'on veut faire du chiffre. Donc, on veut faire du chiffre, donc on veut dire ces gens-là, ils vont rentrer chez eux, mais en fait, c'est pas parce que la justice est laxiste ou c'est pas parce que le droit des étrangers est trop complexe, c'est qu'en fait, on a des situations qui sont devenues absurdes à cause de lois qui sont sur la chaîne de valeur elles-mêmes absurdes. Donc on a des gens qui en fait ont toute vocation à rester en France parce qu'ils sont intégrés, parce qu'ils ont une famille. Et il y a des recours qui sont fabriqués par les grands principes des libertés publiques. Et donc ces recours bloquent les retours forcés. Et puis il y a autre chose, c'est qu'une politique d'immigration, elle se fait à deux. Si vous insultez le pays émetteur, en fait le pays émetteur, il ne va pas être très collaboratif, surtout quand vous lui dites que c'est extraordinairement important qu'il reprenne ses nationaux. Par exemple, les Algériens, en ce moment c'est les Algériens, mais enfin bon, il y a 3 ans c'était les Marocains, les Tunisiens, la dynamique est à peu près pareille, les Sénégalais, etc. Donc la politique d'immigration, c'est une politique coopérative. Je viendrai plus tard, il y a aussi une politique d'immigration, ou de mobilité à penser avec les pays d'origine. Merci Hakim. Dominique, tu voulais réagir aussi là-dessus. On est d'accord qu'il faut sortir à la fois d'une forme d'hypocrisie, qu'il faut sortir de ce pourrissement administratif, et comment on pourrait mieux gérer les choses en termes de régularisation? Alors, sur les régularisations, moi je serais plutôt évidemment pour des régularisations massives régulièrement. Ceci étant, c'est vrai qu'il faut prendre aussi en compte quel est le débat public et le niveau de tension dans le débat public sur ces sujets, mais on pourrait très bien... j'allais dire, vous savez, quand on a quelques centaines de milliers, on va dire c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, bon, comme ça, on estime, je sais pas, 400, 500, je sais pas si toi tu l'avais évalué dans ton rapport, le nombre de personnes en situation irrégulière, c'était quoi, 400, 500 ouais. 400, 500 000 personnes en situation irrégulière. De toute façon, on sait bien qu'on ne va pas les renvoyer chez elles massivement, parce que de toute façon, il n'y a pas de politique possible, sauf à faire des chasses à l'homme, et puis le coût que ça représente quand même d'expulser des gens.
Donc moi, il me semble qu'il faudrait avoir des critères de régularisation, même de façon ad hoc de temps en temps, pour vider ce stock en disant, écoutez, nous avons besoin de travailleurs, les personnes, et d'avoir des critères assez souples qui permettent de rentrer dans des critères et d'apurer massivement ce stock. Parce que sinon, en fait, on maintient comme ça un volant de personnes en situation irrégulière dont tout le monde sait, à commencer par les ministres de l'Intérieur, que ces gens ne seront jamais renvoyés chez eux. Et qu'est-ce que ça produit? Ça produit ce que disait Hakim, c'est-à-dire qu'on a un discours, vous allez voir ce que vous allez voir, puis on ne voit rien du tout, à part des dénis de droit qui créent des situations qui, j'allais dire, empêchent les gens de vivre, de s'épanouir, de s'intégrer. Même sous Sarkozy avait fait beaucoup de, j'allais dire, des grands numéros de claquettes autour d'atteindre 30 000 expulsions par an, tout ça, etc. On allait voir ce qu'on allait voir. Alors effectivement, le nombre d'expulsions avait augmenté, mais dans mon souvenir, c'est quand même beaucoup des Comoriens qu'on envoyait depuis Mayotte, et même des personnes qu'on envoyait dans des pays européens qui n'étaient pas encore dans l'espace Schengen. Mais sinon, pour le reste, en fait, ça ne changeait pas grand-chose. Et qu'est-ce que ça produit? Ça produit le fait qu'on dit, en fait, c'est très grave. Il y a plein d'étrangers qu'il faut renvoyer, et on ne les renvoie pas. Mais attendez, on dit c'est grave, et on ne le fait pas. Mais à la fin, le RN peut dire, écoutez, vous voyez bien, eux-mêmes, ils admettent que c'est grave. Vous voyez bien, eux, en fait, avec leur truc là, sur l'état de droit, tout ça, machin, etc., eux, ils veulent pas le faire, mais nous, on va le faire. Si on a un discours qui vient valider l'imaginaire de l'extrême droite, c'est extrêmement grave. Parce que c'est aussi ça qui se passe. Et qu'à un moment donné, la vérité des prix, c'est que l'immigration, c'est un phénomène qui se développe plus tôt, parce que de toute façon, c'est beaucoup plus simple aujourd'hui de circuler. Il y a quand même une élévation du niveau de richesse des pays émetteurs, et contrairement à ce qu'on croit, ce ne sont pas les plus pauvres qui s'en vont, puisque ça a un coût quand même d'immigrer, de façon légale ou illégale d'ailleurs, ça a un coût de faire plusieurs milliers de kilomètres pour venir ici. Et donc, souvent on dit oui, mais il faudrait que l'Afrique se développe, comme ça, ça nous enverra moins d'immigrés. Mais en fait, pendant toute une phase, le développement de l'Afrique va plutôt entraîner une augmentation de l'immigration vers l'Europe, puisqu'il y aura davantage de personnes qui auront les moyens d'immigrer. Bon, donc est-ce qu'on peut avoir quand même un discours, j'allais dire, de réalité sur ce à quoi il faut s'attendre, sauf à expliquer que de toute façon, on tirera sur tout ce qui approche de nos frontières. Enfin là, dans ce cas-là, on basculerait dans une autre société qui n'est pas tout à fait celle qu'on avait commencé à élaborer après la Seconde Guerre mondiale. Donc un discours de vérité serait mieux que justement ces discours de matamor qui valident des imaginaires qui peuvent finir par nous emporter. Voilà. Merci Dominique. Peut-être une dernière question pour tous les deux, puis on prendra un petit temps d'échange avec la salle. Et concernant l'intégration, une fois qu'on se dit que les OQTF en distribuent trop à l'évidence, qu'il y a ce pourrissement administratif qui est tout sauf la bonne façon de faire, qu'il y a certainement une partie des immigrés, ceux qui ne respectent pas la loi, qu'on peut expulser, mais ça n'est pas évidemment la majorité, loin s'en faut. Changer le discours également. Et puis, les étrangers qui sont sur notre territoire, qu'est-ce qu'on a raté, qu'est-ce qu'on ne fait pas bien, qu'est-ce qu'on devrait faire en matière d'intégration, Hakim El Karaoui? Alors c'est un sujet évidemment compliqué, et sur lequel on peut faire beaucoup plus pour une raison assez simple, c'est que, comme je le disais, on ne fait pas grand-chose. Pour moi, la première chose à faire, si on veut réussir l'intégration, c'est qu'il faut qu'on ait une stratégie de peuplement. Le mot peut être désagréable, je ne sais pas, mais il ne faut pas que tous les nouveaux immigrés aillent au même endroit. Voilà. C'est une condition absolument sine qua non pour que ça marche. C'est quoi l'intégration? Et notamment quand il s'agit de jeunes, en fait, qu'est-ce qu'on fait quand on est jeune? On a envie d'être comme son voisin. On est dans le mimétisme. On apprend, on construit une culture sociale, une culture politique, une culture citoyenne, en fonction des gens qui nous entourent. Donc les gens qui nous entourent, ils sont aujourd'hui à la fois dans une réalité physique et puis dans une réalité virtuelle. Si tous les gens qui nous entourent viennent eux-mêmes d'ailleurs, en fait,
on a envie de leur ressembler. Moi, j'ai travaillé sur le djihadisme, le cas extrême de la mauvaise intégration. Djihadisme, c'est très frappant parce qu'il y a 20-25% des djihadistes de la génération Syrie qui sont des convertis. Ils viennent d'où? Ils ne viennent pas du Vexin normand, en fait. Ils viennent des quartiers où il y a une très forte population immigrée. Et c'est qui, en fait? C'est des jeunes qui ont voulu suivre d'autres jeunes. Bon, parce que la norme sociale, en fait, s'est renversée. Comme en plus, il y a des questions identitaires fortes qui se posent, avec des jeunes qui sont plus du pays d'origine et pas encore, d'une certaine manière, d'ici, ils sont à la recherche de substituts identitaires. Et ce substitut identitaire, il y a des influenceurs, enfin au sens YouTube, qui viennent et qui leur disent en kit, voilà qui tu es. Et ça, si on est 10-15% d'une classe, d'une commune, en fait, c'est pas grave. Si on est 80%, on peut faire tout ce qu'on veut, ça ne marchera pas. Donc, premier sujet, vraiment la répartition sur le territoire. Deuxième sujet, il faut des services publics. Il y a tout un discours qui s'est construit sur les milliards des banlieues. Bon, vous êtes mieux placé que moi, monsieur le maire, pour le savoir. Les milliards des banlieues, ils n'existent pas. Il y a de l'argent, vous m'avez commenté la photo, et les programmes en rue sont de l'autre côté. Bon. Mais les programmes en rue et les programmes de rénovation des bâtiments, c'est quoi? C'est de l'argent qui est en général, très majoritairement, emprunté pour être ensuite remboursé par les locataires. L'État met un petit peu d'argent. Notre cas, j'en parlais avec Pierre à l'instant, j'ai calculé comment circulaient les flux de financement de la protection sociale. Donc, quels sont les territoires qui payent pour la retraite, la santé, le chômage? Et quels sont les territoires qui reçoivent? La Seine-Saint-Denis, qui est le département le plus pauvre de France, là où il y a le plus de jeunes et là où il y a le plus d'immigrés, c'est le dernier département receveur. Et ça compte aussi, le 8e contributeur. Le 8e contributeur, parce que la Seine-Saint-Denis a une très forte activité, il y a un taux de chômage qui est plus important qu'ailleurs, mais il y a une très forte activité pour une raison simple, en fait, c'est que la Seine-Saint-Denis est tirée par la dynamique de l'agglomération parisienne. Donc, dernier receveur, alors qu'on est les plus pauvres, 8e contributeur, alors qu'on est les plus pauvres, et en plus, on a l'idée, si vous interrogez, je pense, 90% des Français, ils vont dire la Seine-Saint-Denis, c'est ceux qui touchent le plus de la protection sociale. Donc, il faut aussi inverser cette représentation, mais il faut aussi corriger cette représentation. On pense qu'il y a plus d'enseignants, parce qu'il y a les REP, REP+. Oui, sauf qu'ils sont beaucoup plus souvent absents, donc de fait, face aux élèves, ils sont moins nombreux, et puis par ailleurs, ils sont beaucoup plus jeunes. Comme ils sont beaucoup plus jeunes, ils coûtent beaucoup moins. Vous avez calculé avec l'Institut Montaigne qu'il manquait 700 millions d'euros par an dans les REP, REP+, en matière juste d'éducation nationale. Un autre cas, tout le monde parle de sécurité, ça fait la une. Je ne sais pas combien vous avez de forces de sécurité sur votre commune. Je ne sais pas si vous êtes une zone police ou une zone gendarmerie. Mais bon, en gros, plus il y a de crimes et délits, moins il y a de policiers. Bon, c'est un peu étrange, mais alors, je laisse de côté Paris parce qu'il y a beaucoup de forces statiques, il faut sécuriser. Bon. Mais en Indre-et-Loire, il y a 20 fois plus de policiers par tête d'habitants pondérés par le nombre de crimes et délits qu'en Seine-Saint-Denis. Mais alors, bizarrement, oui, c'est vrai qu'il y a plus d'insécurité, sachant que la sécurité est en général assez fortement corrélée à la pauvreté. Donc on a aussi des absurdités de politique publique qui en fait ne sont pas absurdes, qui sont des choix politiques. Qui sont des choix politiques qui s'expliquent. On n'a pas besoin d'être complotiste, en fait. Quand vous êtes pauvre, qu'il y a beaucoup d'étrangers, en fait, il n'y a pas beaucoup de gens qui votent. Et quand il n'y a pas beaucoup de gens qui votent, en fait, c'est simple, les territoires perdent leurs arbitrages. Et un commissariat, ça s'obtient en l'arrachant au ministère de l'Intérieur. Et si vous ne pesez pas beaucoup politiquement, en fait, vous allez perdre face à des zones qui sont installées. Bon. Donc, 1, la politique de peuplement, 2, les services publics. 3, alors là, ce n'est pas une solution, mais c'est rappeler que tout ne va pas mal. La dynamique économique, comme je le disais, en fait, elle est très très forte dans les quartiers. Moi, je les appelle les quartiers pauvres, parce que en fait, dans la nomenclature administrative, c'est comme ça c'est leur seul point commun. Elle est très forte, mais pour une raison simple, c'est que la dynamique des agglomérations, elle est très forte. Et vous avez un usage, une répartition des populations dans les grandes agglomérations, avec un usage
alors totalement marxiste de la force de travail, hein, c'est l'armée de réserve du capital. Alors, elle est souvent immigrée, pas que, mais elle a un grand intérêt, c'est qu'elle est ici, on est à un quart d'heure de la gare du Nord. Donc, on a des gens qui sont mobilisables au centre de Paris, très facilement, avec des coûts de mobilité et des coûts de foncier d'immobilier qui sont faibles. Et en fait, tout ça, il y a des dynamiques économiques, mais tout ça fabrique de la croissance, y compris parce qu'il y a un étalement urbain, un étalement économique. Pas ici, je ne sais pas si ça arrive, mais en tout cas, la plaine Saint-Denis, c'était évident, etc. Bon. Donc, on a des dynamiques qui sont aussi bonnes. Après, il faut vraiment travailler la formation initiale. Et pour ça, il faut accepter que quand on vient de l'étranger, quand en plus on est très concentré, on va avoir des difficultés supplémentaires, surtout quand on est plus pauvre qu'ailleurs. Mais la distance culturelle, en soi, est une difficulté. Mais ça, pour ça, il faut reconnaître que, 1, il y a de l'immigration, 2, qu'il y a des problèmes spécifiques, et que 3, on est prêt à allouer des moyens, ce qui est évidemment aujourd'hui absolument pas le cas. Merci Hakim. Dominique, sur l'intégration également. Alors, sur l'intégration, je commencerai par là où a terminé Hakim, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent bien, parce que quand même, massivement, les personnes qui sont issues de l'immigration, qui sont immigrées plus exactement, finissent par s'intégrer, et leurs enfants, hein, quand on regarde génération après génération, enfin moi je suis moi-même issu de l'immigration, enfin toi aussi, parce que souvent on dit oui, regardez un peu les mœurs de ces gens, leurs valeurs, etc. Bon, dans le respect des principes républicains, moi je trouve quand même que ici nous sommes deux enfants d'immigrés qui sommes bien plus respectueux des principes républicains que Marine Le Pen ou que Jordan Bardella. Bon, pas encore que lui aussi est immigré, mais il essaye de le cacher. Bref, mais donc, en fait, il faut quand même voir que l'intégration, ça marche pour beaucoup de personnes. Parce qu'il ne faudrait pas non plus être sur un discours qui consisterait à dire ça ne marche pas. Parce qu'il y a toujours ce petit discours de on n'a pas réussi à intégrer. Dis-moi que je dis mais quoi, parlez de moi. Qu'est-ce que ça veut dire ça en fait? Comment ça? Je ne suis pas intégré moi? Qu'est-ce que c'est? Comme si, parce qu'en fait derrière il y a aussi la petite musique de toute façon on n'y est pas arrivé et en fait on n'y arrivera jamais. Il y a quand même ça aussi qui est très très désagréable, comment dire, en sous-texte. Hein. Et donc, si en fait on peut, d'abord ça marche pour la masse des gens, et deuxièmement pour améliorer ce que, comment dire, Hakim a dit. C'est aussi une question de mélange, de rencontre de l'autre. Moi, je suis... par exemple, hein, si on a des jeunes qui, à l'école, grandissent dans des phénomènes d'entre-soi, c'est un problème. Alors, un problème aussi pour ceux qui ne sont pas immigrés, finalement, parce que quand on veut faire société, hein, la question de l'intégration, c'est pas simplement celui qui arrive qui devrait se conformer en totalité, en bloc, à ce qu'il va trouver ici. On serait plutôt là dans des logiques peut-être plus d'assimilation. C'est de toute façon une rencontre. Et cette rencontre, il faut qu'elle ait lieu à travers le logement, à travers l'espace scolaire, à travers aussi peut-être le fait de favoriser des projets qui créent de la rencontre. Alors, moi, je suis quand même très, j'allais dire, stupéfait de voir comment parfois évolue la politique de la ville, qui est une politique qui s'est quand même progressivement beaucoup fondée basée sur le bâti et de moins en moins sur des dynamiques associatives qui peuvent aussi créer de la rencontre, du récit commun, des réflexions, parce que les humains, ce ne sont pas que des gens qu'on met dans des cases ou qu'on met dans des endroits ou qu'on pose ici ou là. La question de la rencontre, la question d'être ensemble, ça se travaille aussi. Hein, bon voilà, en complément plus par rapport à ce que disait, Hakim sur les politiques d'intégration, mais qui passe effectivement par avoir des responsables politiques qui acceptent de dire que l'intégration quand même, globalement, ça marche, et qui pensent que les populations sont intégrables. Je ne suis pas complètement sûr que celui qui est encore ministre de l'Intérieur il y a quelques jours soit complètement convaincu que l'intégration, ça peut marcher, et s'il était convaincu qu'elle pouvait marcher, je ne suis pas tout à fait convaincu qu'il en avait envie.
hein. Et donc ça explique aussi quand même des dynamiques politiques qui vont consister non pas à chercher des dynamiques d'intégration, mais au contraire d'expliquer pourquoi ça n'est pas possible et donc de contribuer à mettre à bas, directement ou indirectement, des processus de rencontre, puisque la rencontre va être vue comme un danger et comme une dénaturation du pays. Moi, je suis quand même... Enfin, c'est... Comment dire, on parlait de Retailleau, tout le monde avait compris, mais enfin, un ministre de l'Intérieur qui va dans un rassemblement financé par M. Sterrin, de la part d'un médiocre lobbyiste, pour venir dire vive le sport et donc à bas le voile, enfin, mais qu'est-ce que c'est que ces trucs, quoi? Enfin, où est-ce qu'on est? C'est lamentable. Enfin, c'est vraiment d'un niveau, comment dire, qui évidemment, c'est un niveau, on parle d'une parole publique de personnes qui sont en charge de mettre en œuvre des politiques publiques. Et quand on sait le poids, trop important d'ailleurs au passage, que le ministère de l'Intérieur peut avoir sur tout ce qui a trait à l'immigration, qui est peut-être aussi un des sujets sur les politiques d'intégration, c'est que, j'allais dire, quand on confie au ministère de l'Intérieur toutes ces dynamiques, enfin, progressivement, finalement, l'immigration est gérée par le ministère de l'Intérieur dans tous ses aspects, ce qui n'était pas le cas auparavant, où il y avait beaucoup plus de pouvoir des affaires étrangères, des affaires sociales notamment. Ben, progressivement, on se retrouve quand même dans une situation qui est une situation, j'allais dire, et ça n'est pas faire injure que de dire ça pour le ministère de l'Intérieur, enfin, le ministère de l'Intérieur, c'est quand même notamment le ministère de la police, et un policier est suspicieux. C'est un peu son métier d'ailleurs, si je puis dire. Bon, il y a des façons d'être. Je ne suis pas sûr, parfois c'est bien d'être suspicieux, bon, mais je ne suis pas sûr que confier au ministère qui développe le plus la question de la suspicion, ne serait-ce que par nature, la gestion très large des phénomènes migratoires, soit la meilleure approche possible si on veut créer du commun, de l'ensemble, et donc ces fameuses dynamiques intégratrices dont nous parlons. Merci beaucoup Dominique, merci à tous les deux. On va peut-être prendre une question ou deux, c'est un sujet qui passionne en général. Alors Manuel. Alors le sujet est vaste et il y a beaucoup d'angles d'attaque qui ont été abordés, donc c'est un peu compliqué après de recentrer sur une question. Je voudrais juste dire que là je vais intervenir en tant que citoyen de Sarcelles, pas en tant qu'élu, mais en tant qu'animateur du collectif RESF, Réseau Éducation Sans Frontières, où on a tous les jours, des familles qui viennent nous voir avec les problématiques liées à leur volonté de régularisation, pas d'intégration, de régularisation administrative, et qui sont de plus en plus confrontées à un non-sens, à ce qui apparaît comme un non-sens administratif, mais qui en fait est très bien orchestré, parce que moins il y a de personnel dans les préfectures et les sous-préfectures, plus il y a de difficultés. Ce n'est pas le problème de la dématérialisation. La dématérialisation, elle enlève la clarté, elle enlève la transparence du système. Mais le reste, c'est que les dossiers, il faut quand même les traiter. Et donc moins il y a de personnel dans les administrations pour les traiter, moins on régularise de personnes. J'ai eu récemment un médecin qui est à Saint-Paul, à l'hôpital Saint-Paul à Paris, qui j'appelle qui habite à Saint-Gratien et donc qui dépend de la préfecture de Sarcelles. J'en ai un autre qui est là récemment, agent de sûreté à Roissy, et qui nous appelle, parce que lui aussi dépend de la sous-préfecture de Sarcelles, donc pour arriver à trouver une solution à leur demande de renouvellement du titre de séjour, sans lequel ils sont considérés comme n'ayant pas le droit de travailler, alors qu'ils travaillent depuis des années, depuis qu'en fait on les avait accompagnés pour leur régularisation. Donc je trouve qu'on est dans un système assez, en apparence assez ubuesque, mais dont effectivement il y a une volonté d'encadrement politique pour faire référence au débat national que l'on a, et que je trouve totalement hors sol. Sur la question comment on appelle ça, de l'envahissement, de l'invasion, de l'invasion par ces forces, ces hordes étrangères qui viennent en France. Mais de qui on parle? Moi, je suis de nationalité espagnole et française. Le 12 octobre,
c'était la fête nationale en Espagne, qui a été décidée en 1892, le 12 octobre, parce que c'est la date anniversaire de la découverte de l'Amérique. En fait, Colomb n'a rien découvert du tout. Il a juste lancé le pétard du plus grand génocide de l'histoire. C'est la seule chose qu'on a fait, que les découvreurs, les conquérants espagnols ont fait. Le massacre des natifs du continent américain. Dans 2 jours, on a le 17 octobre 61. Un autre massacre. Donc, qui a massacré qui dans l'histoire? Qui a envahi qui dans l'histoire? Je serai court. Voilà. Ça, voilà, je dis ça parce que je crois qu'il faut se poser ces questions d'immigration du point de vue, de nos valeurs, qu'est-ce qu'on veut faire dans nos relations avec l'autre, 2, quel est le rapport économique que l'on a. Je vois aujourd'hui en Italie le discours de l'extrême droite qui est obligé de bouffer son chapeau et d'intégrer un nombre assez important de travailleurs immigrés. C'est la même question qui se pose en Espagne, parce que ce sont des pays où il y a un développement économique. Donc je crois que la question, elle se poserait autrement si, en France, on avait une politique économique axée sur le développement et non pas sur la financiarisation de l'économie. Voilà. Merci. Emmanuel, je crois que c'était plus un témoignage qu'une question, mais voilà, ça nous a amené aussi des compléments. Allez, 3 questions. Alors, on les prend d'affilée et puis on conclut. Hein. Johan. Merci. Moi, je suis urbaniste. Je travaille dans différentes villes de France et notamment dans des quartiers prioritaires. Et en fait, j'aimerais vous entendre sur cette anecdote que je vais vous raconter. On travaille pour une ville de gauche, en l'occurrence. Je vais pas dire le nom pour pas les afficher, mais pour le coup, j'ai trouvé leur réaction assez étrange. On travaille dans un quartier prioritaire assez important, et pour le coup, l'un des premiers sujets qu'on m'a dit en arrivant dans le quartier, et attention, en fait, les habitants ne comprennent pas le projet urbain. Effectivement, en fait, petit à petit, on a fait un diagnostic, on est allé rencontrer les habitants, on est allé faire du porte-à-porte. Petit à petit, je me suis rendu compte qu'il y avait à peu près 30 à 40% de gens dans ce quartier qui ne parlaient pas français. Alors évidemment, ils ne comprennent pas le projet urbain, puisque du coup, on ne leur parle pas dans leur langue. Et en fait, l'une des premières recos que j'ai fait à la ville à ce moment-là, c'est qu'est-ce qu'on fait en fait pour ces gens en fait, qui ne comprennent pas le projet urbain. Et en fait, sous couvert d'universalisme, on m'a dit en fait non, il est impossible en fait de traduire, et surtout pas en arabe, parce que vous comprenez en fait, si on voit des flyers en arabe ou en ukrainien ou dans d'autres langues, et que ça se passe sur les réseaux sociaux, en fait ça va pas le faire quoi. Et donc qu'est-ce qu'on fait de ça en fait? C'est ça ma question en fait. Qu'est-ce qu'on fait de la langue du moins au niveau de l'accueil, de l'intégration? Parce que évidemment je comprends en fait cette idée d'universalisme, d'égalité. Voilà, c'est finalement ces objectifs qui sont universels, mais quand bien même l'idéal est de parvenir à une égalité réelle, il faut peut-être passer par on va dire des dispositifs qui permettent en fait de penser les particularités. Donc voilà, c'est une question que j'ai par rapport à la barrière de la langue, et notamment dans les quartiers prioritaires, sur l'intégration justement de ces gens. Ok, merci Johan, Pierre, Frédéric, et puis je note les thèmes et on répondra avec conclusion ensuite. Merci pour vos interventions. 2 questions hyper précises sur la concentration et sur la pédagogie. Sur la concentration, point clé que vous avez mentionné, aujourd'hui on peut se dire c'est la loi SRU qui indirectement est censée participer à davantage de mixité, mais d'une part la loi SRU est loin d'être respectée, et d'autre part, même quand il y a des constructions de logements sociaux, ce n'est pas forcément des logements sociaux, en particulier dans le périurbain, qui sont à destination des personnes émigrées.
Voilà, donc est-ce qu'il faut penser à un autre modèle, sous couvert de quoi? Est-ce qu'on a des modèles de politique publique qui existent déjà là-dessus? Et deuxième question sur la pédagogie. C'est fou parce que, honnêtement, sans faire offense, moi je ne connaissais pas votre note avant qu'on m'en parle. C'est le cas, oui, alors qu'il y a tous les chiffres, il y a tous les raisonnements. Et c'est pas vos chiffres, et Dominique le disait, c'est d'autres observatoires bidons qui sortent des chiffres bidons avec des thématiques absurdes qui sont repris. Est-ce que c'est un problème de médias, concentration des médias, possession des médias, qui vise à alimenter des discours de haine qui sont derrière, ou est-ce que c'est un problème un peu différent sur lequel il faudrait imaginer des choses différentes? Ok, merci Pierre. Frédéric. Une question sur un autre aspect. Vous parliez de la nécessité de présenter la réalité telle qu'elle est. Je suis souvent étonné, dans le débat sur les retraites, on ne parle jamais de cette question de l'immigration. Alors, est-ce que c'est trop mineur dans l'équilibre général du système, ou est-ce que c'est une autocensure sur ce sujet-là? Ok, merci Frédéric. C'est vrai que j'ajoute dans les éléments de contexte sur le besoin en main-d'œuvre étrangère. C'est valable aussi dans les pays européens que tu cites, Emmanuel. C'est qu'on a aussi une décorrélation entre les besoins de notre économie, les besoins en travail, et la faiblesse démographique actuelle de l'Europe. Et sur la question des retraites, les paramètres sont assez proches. Allez, qu'est-ce qui commence ce mot de conclusion? À qui? Oui, non, je vous passe le mien. Évidemment, donc on a, vous n'êtes pas obligé de répondre à tout, mais est-ce que ça vous inspire? On avait langue et intégration, on avait quel dispositif pour lutter contre la concentration des immigrés dans les mêmes zones, et puis comment objectiver le débat sur l'immigration à partir des données réelles, en intégrant notamment celle sur la question des retraites. Alors, dans la note que vous évoquez, j'ai fait des projections démographiques. Bon, et en gros, la démographie, c'est une science qui a un grand intérêt, c'est que c'est une des rares qui permet de savoir à peu près ce qui va se passer dans 10, 15 ou 20 ans. Et donc on a calculé le besoin, entre guillemets, d'immigration, notamment pour équilibrer les comptes sociaux. Donc c'est directement lié à la question des retraites. Et le chiffre qu'on a trouvé, il n'est pas délirant par rapport à la réalité. En fait, en gros, c'est la dynamique, pas de 2024, mais plutôt 2022-2023, c'est-à-dire à peu près 300 000 nouveaux arrivants en France, ce qui ne font pas 300 000 travailleurs, mais plutôt 150 000. Mais quand on dit, oui, mais de toute façon, vu l'hiver démographique dans lequel on rentre, une des solutions, c'est l'immigration, tout le monde vous saute à la gorge. Donc ça pose la question du débat. Il y a une question générale, c'est est-ce qu'aujourd'hui on est capable d'avoir un débat informé sur des questions compliquées, sans dire n'importe quoi, et sans que tout le monde soit dans sa bulle algorithmique? En fait, la réponse est non. Malheureusement, mais du coup l'immigration est un des grands sujets, un des pires sujets d'une certaine manière, et moi je fréquente les politiques publiques depuis une vingtaine d'années, je suis vraiment frappé de voir à quel point personne n'y connaît rien, y compris des gens qui sont très informés sur beaucoup de pans de l'action publique. Là, quand on arrive sur ces sujets-là, l'immigration, alors islam c'est encore pire, on a vraiment un désert juste du savoir, du diagnostic, de qu'est-ce qui se passe. Bon. Donc qu'est-ce qu'on fait? On essaye de faire des choses. Est-ce que c'est du succès? La réponse est limitée, mais il faut aussi que les gens concernés s'en emparent, quoi. Je parlais du président du Conseil général de Seine-Saint-Denis. Le chiffre là qu'on avait trouvé sur la Seine-Saint-Denis, 8e contributeur au financement de la protection sociale et dernier receveur, en fait, j'ai l'impression qu'il ne l'a jamais utilisé. D'ailleurs, il n'a jamais demandé à ce qu'on se voit. Moi, je vois plein de gens avec grand plaisir. Il faut aussi être un peu militant de sa cause, quoi. Bon. Et puis je finirai là, la question de comment on fait la répartition. C'est compliqué. On commence à le faire, en fait, sans le dire, sur l'asile. Parce qu'aujourd'hui, les demandeurs d'asile, en fait, ils sont affectés à une partie du territoire. Et comment ça se fait? Comment c'est possible? C'est parce qu'il y a un lien presque contractuel entre eux et l'État.
le temps que la demande d'asile soit examinée, y compris parce qu'il y a une petite allocation. Cette petite allocation, elle est conditionnée au fait de résider dans tel ou tel endroit. C'est légèrement directif, mais moi je pense que c'est extrêmement important. Une autre façon de le faire, qui est un peu plus violente, je ne sais pas si Dominique sera d'accord d'ailleurs, c'est moi je pense qu'il faut mettre des plafonds d'étrangers. Dans les logements sociaux, dans les classes. Avoir une classe avec 80% d'étrangers, en fait, on peut dire on ne regarde pas l'histoire, la nationalité. Mais en fait, si on regarde, on sait très très bien ce qui va se passer. Ça va mal se passer pour les enfants et aussi pour les profs. Et donc, mettre un plafond d'étrangers dans les logements sociaux ou à l'école, certains pays l'ont fait. En fait, ça a un grand intérêt, c'est que ça implique de répartir. Voilà. Parce que, une fois que le plafond est atteint, il faut trouver des solutions. Je crois aussi qu'il faut détruire des collèges. Là aussi, c'est un peu violent. Les collèges les plus ségrégés, en fait, il faut les détruire parce qu'une fois qu'on les a détruits, c'est pareil, on va répartir. Et évidemment, il faut construire à côté. Sauf que maintenant, la démographie est en train de baisser, notamment la démographie des jeunes, puisque c'est la première affectée par la baisse des naissances. Et du coup, on va se retrouver avec un peu plus de place, avec un peu plus de profs. Donc, il ne faut surtout pas supprimer les profs. Il faut au contraire en profiter pour pouvoir avoir des classes avec moins d'élèves. Donc voilà, il y a 3-4... Après, la dernière chose, c'est qu'il faut une volonté politique forte. Parce que le syndrome « pas dans mon jardin, not in my backyard », il est très 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 puissant. Et donc, il ne faut pas le faire de façon très brutale. Il faut être capable, et ça c'est le rôle des élus, c'est le rôle des rectorats, d'accompagner la transformation et puis de le faire probablement avec un certain niveau pour qu'on ne passe pas de 0 à 50% d'étrangers dans une classe ou dans un quartier. Merci. Dominique, un mot de conclusion à ton tour. Alors, plusieurs éléments sur la question de la langue qui a été citée. Avant, peut-être la question de pourquoi dans le débat, malgré que quand il y a des notes, etc., ça n'a pas l'air de bien marcher. D'abord, effectivement, c'est la question de l'intérêt que portent les responsables auxquels on va parler. Enfin, moi, je vois bien, vous savez, là, on parle d'immigration, mais quand vous parlez, par exemple, de discrimination raciale, il faut quand même voir, comment dire, le désintérêt que suscite aujourd'hui et depuis de nombreuses années ce sujet. Enfin, c'est stupéfiant. On a tous les chiffres, on a suffisamment de données pour savoir qu'il y a un problème, qu'il y a des choses à faire, et certainement pas de la poudre de perlimpinpin pour, j'allais dire, amuser la galerie. Donc il y a des phénomènes de désintérêt, d'abord parce que c'est coûteux, parfois sur le plan médiatique, de s'intéresser à ces sujets, parce que les gens les méconnaissent, et il y a un deuxième élément, c'est que, en fait, quand des personnes comme Hakim font des notes, comment dire, il faut quand même voir que des gens qui n'ont pas fait de notes, eux, ça ne les gêne pas de faire le pied de grue dans les médias, d'appeler, de se rouler par terre pour passer un média. Les gens qui font des notes, en fait, ils travaillent, en fait. Et pendant qu'on fait des notes, en fait, on n'est pas en train d'aller raconter de la merde sur les plateaux télé. Ceux qui passent leur temps, c'est quand même le cas, ceux qui passent leur temps sur les plateaux télé, comment dire, avec des soi-disant études faites au doigt mouillé, comment dire, fait un matin entre la salle de bain et les chiottes avant d'aller sur un plateau télé, évidemment qu'ils ont le temps d'aller sur les plateaux et de pourrir le débat. Et là, il y a une responsabilité quand même aussi de la déontologie journalistique. Moi, je suis quand même très frappé de voir dans toute une série d'espaces, et pas simplement sur les chaînes de Bolloré, comment quand même on laisse dire des choses à des gens qui ne connaissent rien. On met experts, les gens, une semaine, ils sont experts en Ukraine, la semaine d'après, ils sont experts en islam, celle d'après, ils sont experts en intelligence artificielle. Mais comment c'est possible ? Et vraiment, regardez bien, ça va bien au-delà des médias Bolloré. Si c'était les médias Bolloré, on se dirait, bon, c'est comme ça, c'est la vie, de toute façon, c'est des connards. Mais ça va bien au-delà. Et ça, c'est quand même assez inquiétant. Qu'on accepte que le débat public il soit ainsi structuré. Sur la question de la langue qui a été évoquée, moi, je suis pour l'universalisme, ça n'est pas de faire en sorte que les gens ne comprennent pas ce qu'on leur raconte, parce que l'universalisme, c'est aussi quand même l'universalité des droits, c'est l'universalité de l'accès aux services publics, c'est l'universalité de l'accès au débat public. Et quand on en vient à dire qu'au nom de cet universalisme, en fait, on va être dans des logiques d'exclusion, c'est quand même assez particulier, parce que
D'ailleurs, je ferai remarquer que la question des traductions, ça existe dans les services publics, au tribunal, par exemple, ou même parfois dans les services, de police. Il y a bien des espaces dans lesquels on sait très bien que pour avoir accès, pour comprendre ce qui se passe, pour pouvoir se défendre en l'espèce dans la justice, évidemment c'est un peu particulier, mais de façon plus générale, et d'ailleurs c'est assez intéressant que la remarque ait été faite sur la langue arabe, parce qu'en fait c'est pas un problème des langues, c'est un problème de l'arabe en fait. Parce que je pense que, si on disait, vous pourriez faire un truc en anglais, je pense que là, ça aurait été beaucoup moins crispé. Parce que ça renvoie évidemment aux pressions du débat public, au fait que l'on va dire qu'on est quand même vaguement islamiste de faire des trucs en arabe, mais peut-être de penser aussi un peu qu'il y a un problème avec la langue arabe. Parce qu'en fait, ces représentations-là, tu disais c'est une mairie de gauche, mais ça existe aussi. Parfois dans les mairies de gauche, des gens... Moi, récemment, je ne citerai pas non plus, j'intervenais devant des élus de gauche. Bref, je ne dirais pas où, mais très loin d'ici, pour le coup, de toute façon, et sur des territoires très, très différents. Et la personne était en train de contourner tous les trucs pour dire que quand même, donc personne de gauche, que bon, c'était très bien tout ce que je disais, mais quand même, l'antisémitisme, bon, à la fin, c'était quand même les arabo-musulmans. Je disais, en fait... en parler si vous voulez, je rappelle quand même que dans ce que vous dites, il manque quand même le fait qu'on est dans un pays qui a une vieille tradition antisémite. Et que par ailleurs, ceux qui ont le plus de préjugés antisémites quand on prend les électorats, c'est l'électorat du Rassemblement national qui n'est pas spécialement arabo-musulman, me semble-t-il. Ça ne veut pas dire que dans les groupes, on ne va pas trouver, pour des raisons d'histoire, pour des raisons de tension entre les groupes, etc. Évidemment qu'on peut trouver des gens qui vont, au nom de l'islam, qu'ils vont détourner, expliquer que les juifs, tout ça, oui, tout ça, évidemment, mais là, il y a une occultation totale d'un phénomène avec cette obsession de venir être centré sur ça. Bon, bref, donc ça renvoie quand même aussi aux propres préjugés que l'on a et d'assumer que lorsqu'on est avec des populations, on fait en sorte, bon, évidemment, qu'elles parlent français, bon, parce qu'on peut se dire aussi, très bien, mais ils ne comprennent pas le projet urbain, vous ne voulez pas qu'il y ait des tracts en arabe, mais qu'est-ce que vous avez mis en place pour qu'ils comprennent en français ce que vous êtes en train de faire? Parce que sinon, on est dans des phénomènes d'exclusion des groupes, ou alors d'hypocrisie. On sait très bien comment ça se passe dans toute une série de services publics. La personne qui ne parle pas français va voir au guichet la personne qui est de son origine pour pouvoir dialoguer dans la langue qu'elle comprend. Et puis, c'est comme ça, en fait. Et donc, ce serait mieux que ce soit assumé, tout en veillant, évidemment, parce que c'est très important dans une société, que l'accès à la langue soit un accès extrêmement large et non pas un accès qui se fait aujourd'hui sur un mode punitif et de suspicion pour empêcher de régulariser des gens ou de leur donner des cartes de séjour, plus exactement, d'une certaine durée. Où là, on est vraiment dans l'utilisation de la langue, non pas pour faire du lien, mais comme un prétexte, comme un critère qui va servir à exclure l'autre. Merci Dominique. C'était le conclusion. Il y avait quoi? Il y avait une petite intervention? Tu la gardes pour après, ça t'embête pas, Chantal? On dit... allez. Tu pourras pas être là. Alors, allez, on te laisse conclure la conclusion, si tu es pas trop longue, s'il te plaît, Chantal. Oui, non, oui. Ça va aller vite. On est des grands démocrates ici, vous le savez. Oui, simplement, moi quand j'ai travaillé 18 ans dans le logement social et sur Paris 19e. Et j'ai rebondi sur une chose, c'est quand vous dites effectivement la stratégie de peuplement. Pas tous au même endroit. Je suis entièrement d'accord, on est tous d'accord là-dessus. Le problème, c'est que dans le logement social, nous on l'a vu régulièrement, quand on avait des gens qui se faisaient agresser, notamment, et quand il y avait des problèmes de drogue, par exemple, avec des enfants, qu'on déplaçait la famille, à sa demande d'ailleurs, on les déplaçait, on les mettait à l'autre bout de Paris. Vous prenez quelqu'un qui habite le 19e, vous allez le mettre dans le 15e, il est perdu, il ne s'intègre pas. Et il vous demande de revenir. Pourquoi? Parce que les gens et on a tous cette réaction-là, nous Français également, dès lors qu'on n'est pas dans notre territoire, dans notre confort, effectivement, on a tendance à vouloir se regrouper. Donc effectivement, ils font la même chose. Et quand, en plus, vous avez le problème de langue, effectivement, la maman qui ne parle pas le français, elle va chercher, effectivement, à avoir la voisine qui, elle, parle français. Voilà. Donc c'est compliqué, effectivement, d'arriver à faire cette politique de peuplement.
Et je rebondis également quand vous parlez de favoriser des projets qui créent de la rencontre. Oui, entièrement d'accord. Et là, effectivement, on est, je dirais aujourd'hui, dans une grosse hypocrisie, et à Sarcelles, on la connaît bien, cette hypocrisie, c'est d'avoir laissé finalement les gens se regrouper dans des communautés et de s'adresser à des communautés et non plus à l'ensemble d'une ville. Donc là où on avait une ville, on arrive à avoir des zones, des secteurs. Donc vous avez des gens qui se regroupent par immeuble, après ils se regroupent par association, et puis ça se regroupe par religion, et puis finalement plus personne ne se parle. Et on est arrivé à un stade également, même avec des populations issues de l'immigration, qui aujourd'hui envoient leurs enfants dans des écoles privées, parce qu'ils ne veulent pas que leurs enfants côtoient le petit noir, le petit arabe, machin truc, de l'école publique à côté. Alors qu'ils sont finalement à la base de la même origine, mais il y a ceux qui sont théoriquement intégrés et ceux qui sont théoriquement pas intégrés. Vous voyez où on en arrive? Voilà. Et ça, c'est l'hypocrisie, c'est que quand on dit l'émigration, on mélange 3 générations maintenant, qui réagissent de 3 façons différentes. Il y a des Noirs qui sont racistes, tout à fait. Non, mais on est d'accord. Merci. Mais le pire, c'est que dans ceux, justement, de la première génération, on s'aperçoit quand on discute avec les gens. Bon, moi je suis française depuis plus de 500 ans, donc voilà. Mais quand on discute avec... non, mais quand on discute avec des gens qui sont... Ouais, ça, tu les fais pas, ça. Je remonte autour de Louis XV, donc quand même, hein, bon, j'ai pas encore trouvé autre chose. C'est pas grave. Il faut qu'on conclue vraiment la quand table on remonte, ronde. oui, mais quand on parle avec des gens qui sont de la première génération d'immigrés, malheureusement, vous vous rendez compte qu'il y en a beaucoup qui aujourd'hui ont viré Front National. Ils sont eux-mêmes immigrés. Alors, attention. Chantal, merci pour ce complément. Non mais voilà, on ne va pas relancer le débat, simplement parce que ça a été abordé, je crois que c'est quand même le cœur de ton intervention, même s'il y avait plein de choses. Les gens peuvent se regrouper par affinité, on est quand même dans un pays libre et démocratique, et c'est, voilà, ça fait partie des libertés fondamentales. Évidemment que ça n'est pas aux politiques que d'encourager les communautés à se refermer les unes sur les autres, enfin chacune dans son coin, mais c'est bien d'être dans de l'universel et qui soit transversal. Et puis entre le regroupement affinitaire qui permet de retrouver un certain nombre de repères, de recréer des racines parfois, et la ségrégation spatiale que l'on connaît à Sarcelles, comme on connaît dans toute une série de villes qui sont devenues malheureusement des ghettos urbains et parfois ethniques, il y a quand même la possibilité d'une plus grande mixité à travers les politiques publiques adaptées. C'est pas un combat qui est perdu, mais quand vous avez des villes comme la nôtre qui a 57% de logement social et que vous en avez d'autres qui sont à 8%, forcément que vous avez un problème qui est un problème politique davantage que la volonté d'immigrer de première ou deuxième génération de se regrouper par affinité. Donc il y a à la fois des libertés qui sont possibles, heureusement d'ailleurs, mais il y a aussi des politiques publiques correctrices qui doivent être beaucoup plus volontaristes, à mon avis, que ce qu'elles sont aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les deux, merci pour les échanges. Désolé, on a pris un petit peu de temps de retard. On enchaîne rapidement, désolé pour le retard. Julie Martinez, qu'on connaît tous ici, porte-parole du PS. Elle est DG de France Positive, essayiste aussi.